Alors, je voudrais présenter aujourd'hui, en matière de déposition, le rapport que m'ont commandité, peut-être sans le savoir, Cantuta et Alyosha, ou en tout cas le rapport qu'ils ont commandité à la personne qui va dire « je », à la personne qui va dire « nous ». Quand nous visitions les musées de notre pays, il n'y a pas si longtemps encore, je pense que vous vous en souvenez tous, c'était poussé par le désir d'être étonné, dévié de notre trajectoire. Et si je me permets de reprendre une phrase que formaient souvent sur leur clavier les 10 doigts de nos critiques les plus talentueux, pour ne pas en sortir indemne. Le monde était d'une clarté agressive, les horreurs définies en trop nombreux pixels, nous voulions de l'ombre et de l'opacité durable. Nous aurions été bien déçus de comprendre immédiatement les œuvres et les dispositifs auxquels nous venions nous confronter. Lorsque nous avions le sentiment qu'ils n'opposaient pas de résistance, que nous étions capables de voir tout de suite de quoi ils retournaient, ce que les artistes avaient voulu dire, ou pire encore, ce qu'ils avaient bien pu vouloir dire, nous mal en prenaient aux curateurs qui se promenaient dans les parages. Nous allions les invectiver, leur demander au juste de qui ils se moquaient, leur affirmer que ça n'était pas de l'art, mais du foutage de gueule, que ces puddings de sens dont on prétendait nous gaver, nous exigions d'être remboursés. Or, si les curateurs contemporains ont le goût du dissensus, dans lequel, à juste titre, je pense, ils voient l'emblème d'une sphère publique saine, ils n'ont pas systématiquement le goût de rembourser. L'espoir de nos compatriotes entrant dans les musées était, j'y insiste, de découvrir des œuvres qui les tireraient dans des directions inédites, qu'ils n'arriveraient pas à juger avec leurs critères habituels, qui ne dialogueraient avec aucune de celles qu'ils connaissaient déjà, parce qu'elles leur étaient proprement incommensurables. Ils aimaient sentir qu'il y avait là du sens, mais qui d'abord ne devait pas se livrer. Poussant les rideaux noirs, si lourds, pénétrant dans les salles où quelques silhouettes sombres se tenaient dans la fascination des écrans, les plus affûtés d'entre eux appréciaient que les vidéos aient été tournées dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Ou, si c'était une langue compréhensible, que l'on entendrait mal, que la bande-son serait endommagée. Ou, si elle ne l'était pas, que les images du moins se superposent, se disputent l'écran, puis disparaissent d'un coup, sans qu'il y ait aucun moyen de savoir si elles mettraient quelques secondes, quelques minutes ou des heures à revenir. Si je tente de donner une image, je dirais que les gens de notre pays aimaient les œuvres qui n'occuperaient pas, lorsqu'en sortant du musée on irait s'attabler dans un café, pour passer encore un peu de temps ensemble, tenir des propos moins hachés que ceux auxquels incite la déambulation d'un accrochage à l'autre, des œuvres qui donc n'occuperaient pas la même place dans les conversations que le quoi de neuf trivial de la maison et du bureau. Ils aspiraient à ce silence à la table du café, à ce que tout papotage paraisse dérisoire à côté de l'expérience qu'on venait de faire ensemble, mais que de celle-ci aussi on ne sache pas tout de suite comment parler. Ils aimaient rentrer chez eux avec ce souvenir consistant et qu'il les accompagne dans les jours qui suivraient, faisant retour, tantôt par des visions subites, tantôt en se décantant avec douceur. Pour être honnête, il faut ajouter que les gens de notre pays ne sont pas connus pour avoir bonne mémoire. Dans la grande majorité des cas, les souvenirs des œuvres qu'ils avaient vues, des performances auxquelles ils avaient assisté, s'effilochaient très vite. Quand bien même d'ailleurs ils arrivaient à les conserver à peu près intacts, soit parce qu'ils s'étaient entraînés, soit parce que, en dépit des injonctions de leurs conjoints, ils avaient eu l'encombrante impulsivité d'acheter le catalogue à la sortie. Il était extrêmement rare qu'ils aient le temps d'y revenir, car les gens de notre pays ne disposent pas de beaucoup de temps. Même s'ils ont été assez privilégiés par la vie pour avoir et du temps et bonne mémoire, il faut bien avouer qu'ils ne se donnent pas souvent l'occasion d'approfondir les expériences esthétiques qu'ils peuvent faire. Ne vous attendez pas à me voir leur jeter la pierre, car je sais qu'ils ont de bonnes raisons. Ils préfèrent aller de l'avant. Après tout, cette exposition, cette performance, ils les ont vues. Cela se coche avec satisfaction sur la liste des choses qu'on s'était promis de faire. Et il est temps plutôt de passer à la suite, de se renseigner pour savoir ce qu'il y a de bien, sinon, en ce moment. Puis il y a des œuvres dérangeantes, dont le sens se révélerait avec la force d'une déchirure si on se donnait les moyens d'y plonger un peu plus, dont il faudrait par la suite tirer les conséquences, qui viendraient exiger qu'on tire les conséquences. Ce qui, si on refusait d'obéir, laisserait le sentiment d'une culpabilité, l'impression très précise, difficile à occulter, qu'on a été lâche, et ce qui, si l'on acceptait d'obéir, viendrait mettre sans dessus-dessous la vie qu'on s'était construite. Laisserait le sentiment qu'on a été docile, au contraire, qu'on s'est laissé contraindre comme un bleu à de la lucidité.
qu'on s'est laissé tirer vers l'autodestruction sans opposer de résistance sérieuse. Le devoir m'impose, pour ne pas être trop partiel, de préciser autre chose encore. Les musées de notre pays ne sont pas toujours de briques et de pierres. Le problème d'un bâtiment, comme chacun a pu le constater aujourd'hui encore, c'est qu'il faut se rendre jusqu'à lui, il ne vient pas à vous. Pour s'y rendre, une fois de plus, inutile de tourner autour du pot, il faut du temps. De là à dire que l'art est structurellement condamné à devenir le loisir de ces journées inoffensives qu'on appelle des dimanches, il y a un pas que nos théoriciens les plus effervescents ont bien sûr vite franchi. Cela fait donc quelques décennies que des musées apparaissent dans notre pays, lorsqu'on s'y attend le moins, aux endroits les plus imprévisibles. Parfois, quand nous arrivons au bureau, le regard de certains de nos collègues, habités par une autre forme de concentration, leurs gestes un peu plus solennels, de cette lenteur un peu plus marquée qui montre qu'ils sont conscients de leur corps, tous ces détails, imperceptibles pour des gens qui connaissent mal nos usages, montrent que nous venons d'entrer dans un musée, qui ne durera peut-être d'ailleurs qu'une dizaine de minutes, mais dont aucun compatriote un peu sensible ne pourra nier qu'il a eu lieu. Je crois que cela s'est mis à participer de la vie, du charme de la vie, ici, que de se trouver constamment à regarder autour de nous, sans savoir si les personnes qui nous entourent sont de simples visiteurs comme nous, des artistes qui ne vont pas tarder à commencer une performance, des gardiens du musée, ou bien des œuvres dûment étiquetées, inscrites au catalogue, et qui tous peut-être manifesteront bientôt leur statut de façon spectaculaire, vociférante, ou peut-être aussi feront comme si de rien n'était, se comporteront normalement jusqu'au bout, jouant le jeu, ou précisément ne jouant aucun jeu, si bien qu'il n'y aura jamais de moyen de savoir ce qu'il en était vraiment. Alors, oui, faire des musées des espaces-temps plutôt que ces grosses bêtes immobilières assoupies, c'était réduire le fossé qui sépare la vie de l'art, ou tenter en tout cas. Tenter de rompre la logique quotidienne qui régit nos pensées et nos actes, créer des zones d'autonomie où on s'émancipait provisoirement des pesanteurs d'insignifiance. Ce n'est pas, semble-t-il, malmener l'objectivité qui doit être la mienne en tant que rapporteur que de dire qu'il y avait une forme de magie là-dedans. À l'origine, ces musées qui disparaissent et puis qui surgissent de nouveau ailleurs sans crier gare, ils avaient été conçus avec une pensée plus particulière pour ceux qui n'entrent jamais dans les musées de notre pays. Car l'élément d'information que j'ai oublié de vous donner concernant la situation des musées de notre pays, mais qu'il est important d'avoir en main si on veut bien comprendre la dite situation, c'est que la grande majorité des gens n'y met jamais les pieds. De ce point de vue, d'ailleurs, on doit reconnaître que les musées éphémères n'ont pas vraiment changé la donne. La plupart de nos compatriotes, lorsqu'ils se rendaient compte que c'était bien un musée qui les environnait soudain, protestaient par des grommellements ou par de petits soupirs, disaient que là, ce n'était vraiment pas le moment, qu'ils n'étaient pas d'humeur, vous pouvez comprendre ça quand même, qu'ils avaient toute autre chose à faire. Ils ne savaient jamais s'ils devaient se reprocher à eux-mêmes d'être si rétifs à l'impromptu, ou en vouloir plutôt aux artistes, qui ne les laissaient pas choisir leur moment, qui revendiquaient leur liberté, mais ne respectaient pas celle des autres. Pire encore, qui venaient agiter leur liberté sous le nez des gens, pour leur faire ressentir que leur vie à eux était beaucoup moins libre, comme s'ils ne le savaient pas déjà, qu'ils n'en souffraient pas. Du côté des artistes, des critiques d'art, des commissaires d'exposition, ils étaient nombreux à aller répétant que la magie dédaignée est encore une magie, d'une certaine manière plus émouvante encore. À répéter aussi qu'il y a toujours des gens pour trouver la magie ridicule, pour ne pas savoir en profiter, que cela aussi, ça s'apprenait. Nombreux à imputer en fin de compte ces réactions à un défaut d'éducation que le renouvellement régulier de cette expérience esthétique viendrait bientôt combler. Mais quoi qu'on pense de ces débats, l'état de fait est le suivant. Les musées éphémères n'ont pas été une franche réussite, non. On ne peut même pas tout à fait exclure qu'ils aient constitué un échec total, en renforçant et en cristallisant l'hostilité diffuse que ceux qui n'y appartiennent pas, ni de près ni de loin, éprouvaient à l'encontre du monde artistique. Il y a une quinzaine d'années maintenant, les faits sont connus de tous, mais le rapporteur que je suis doit les rappeler, sinon quel genre de rapporteur serait-il ? Les gens qui ne mettent jamais les pieds dans les musées de notre pays ont commencé à se fédérer, on dirait en vieux style, à prendre conscience d'eux-mêmes en tant que classe, et se sont mis d'accord pour fonder un parti. Rompant avec la pensée dominante dès leur première réunion publique,
Ils ont fait valoir qu'ils en avaient plus qu'assez de payer des impôts pour la vie de ces artistes dont le travail leur était peut-être inconnu, mais surtout parfaitement indifférent. Les membres du nouveau parti n'avaient rien contre l'art ou contre la culture. Mais encore aurait-il fallu que l'art et la culture arrêtent de ne s'adresser qu'à cette élite gambergeante qui constituait, d'après toutes les études sociologiques, la grande majorité des visiteurs des musées de notre pays. Ils avaient aussi l'audace de demander, parce qu'il était légitime de se le demander, à quoi rimait de faire l'acquisition à grands frais d'œuvres produites par des civilisations en réalité trop différentes de la nôtre pour nous intéresser vraiment, ou conçues dans des langues dont on ne saisissait pas un mot. Quel sentiment pensait-on susciter en fin de compte en confrontant nos compatriotes à cet art importé de pays de bout du monde, des pays où la misère dans laquelle le système les maintenait les empêcherait de mettre jamais les pieds? Ils disaient que pour leur part, ils étaient attachés à leur lieu, parce qu'ils ne pouvaient pas sans cesse en partir. S'ils n'avaient rien possédé du tout, ils seraient partis, bien sûr. Mais ils n'avaient pas rien, ils avaient peu, un peu que partir leur ferait perdre. Visiblement, il n'y en avait plus, disait-il, que pour certaines périphéries. Tous ces cultureux étaient pris dans un tel désir de monde qu'on finissait par se demander si cette attirance ne recouvrait pas une forme de haine de soi. Oh, ils pouvaient bien répliquer de leur voix distinguée que le monde était inévitable, mais s'il n'y avait partout que du monde, nulle part des lieux, ce serait alors vraiment un monde inhabitable. Puis, est-ce que ce côte à côte d'œuvres qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres ne créait pas surtout, sous prétexte d'originalité, une sorte de grand bazar? L'épreuve de l'étranger, c'était l'épreuve d'une désorientation désagréable si elle ne pouvait pas s'appuyer d'abord sur une connaissance de soi. Quels intérêts servaient au juste ceux qui voulaient faire croire qu'il n'était plus possible de puiser dans notre patrimoine national une source de fierté? Il était plus que temps, vraiment, si on voulait que les habitants du pays se sentent de nouveau concernés, interpellés, émus par l'art et la culture, de s'engager dans une résistance pour se réapproprier les musées du pays. De meeting en meeting, le plateau télévisé en journée de porte-à-porte, il répétait qu'on avait le droit de désobéir. C'était même un devoir si on tenait à maintenir notre souveraineté. Rien ne nous obligeait à faire ce que les autres, là-haut, jugeaient bon de nous faire faire. Aux échéances électorales qui ont suivi, le parti de ceux qui ne mettent jamais les pieds dans les musées de notre pays a obtenu une majorité relative qui lui a permis d'accéder au pouvoir sous le nouveau nom de Parti des valeurs retrouvées. Avec cette victoire de la multitude sur l'oligarchie apatride, la démocratie reprenait son cours normal. On allait pouvoir de nouveau faire en sorte qu'elle serve le peuple, échapper à la dictature de l'espace globalisé, à l'international snobiste et à son esprit de vernissage, pour se recentrer sur la singularité de notre territoire, qui est toujours à redécouvrir. On a commencé, le coup de balai était fastidieux mais nécessaire, par mettre aux enchères la plupart des œuvres qui ne reflétaient pas les valeurs de la nouvelle communauté de sens qu'il s'agissait de fonder. Les dirigeants d'institutions culturelles étrangères sont venus en masse les acheter, se disputer ce butin, et les journaux proches du pouvoir n'ont pas manqué d'ironiser sur le cadeau empoisonné qu'on leur faisait là, sur les germes de malaise et de perte de repères qu'ils s'apprêtaient à implanter entre les murs de leur musée, faute d'être instruits par l'expérience dont nous avions su, quant à nous, même si c'était un peu sur le tard, tirer quelques leçons. Les premiers temps, les expositions nationales organisées aux quatre coins du territoire ont connu des affluences records. Les foules se pressaient pour voir ces œuvres qui venaient révéler le pays à lui-même, montrer tout ce qu'on avait oublié, même ceux qui croyaient bien le connaître. On repartait de là en ayant compris ce qu'il y avait à comprendre, et conforté, protégé enfin de l'insécurité culturelle. Au bout de quelque temps, il était compliqué de renouveler l'accrochage. Les collections permanentes commençaient à mériter leur nom. La fréquentation s'est mise à augmenter si peu que, de fait, elle diminuait. Le gouvernement ne s'en est pas inquiété outre mesure. Cela laissait après tout plus de place à ces générations d'écoliers qui venaient, elles, découvrir pour la première fois la richesse de ce passé où déjà ils s'enracinaient comme les vieux chênes de nos campagnes. Et puis, si nos compatriotes estimaient en avoir fait le tour, retenu l'essentiel de ce qu'avaient à offrir ces musées, qui aurait-on été pour mettre en doute la pertinence de leur jugement? Elle était finie, Dieu soit loué, l'époque où on indiquait à tous quelles étaient les bonnes pratiques culturelles, en se réjouissant en aparté des complexes qu'on instillait chez ceux qui ne s'y conformaient pas. Si les habitants venaient moins, s'ils finissaient par renouer avec leurs habitudes et par ne plus revenir du tout, c'était certainement qu'ils avaient mieux à faire, qu'ils passaient plus de temps chez eux. Et par exemple, à ces travaux de bricolage,
ses tâches ménagères ou à ses conversations familiales dont on ressort tout de même l'esprit plus net, avec un sentiment d'accomplissement qui ne peut en rien être dit inférieur à celui qu'on a en sortant d'un musée. L'année dernière, c'est de notoriété publique, une courte majorité de nos compatriotes a estimé que le Parti des valeurs retrouvées avait déçu, comme tous les autres. Non seulement il n'est pas parvenu, dit-on, à réinventer l'exercice du pouvoir, mais il est tombé peut-être encore plus vigoureusement dans les travers du système politique qu'il avait pourtant très à cœur de corriger. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler quelques mois de flottement. Les dirigeants du parti ont d'abord estimé que le jugement du peuple, d'ordinaire si sage, avait pu être troublé par des éléments perturbateurs, et ils ont estimé qu'il leur revenait naturellement de ne pas quitter le pouvoir sans avoir mis ces éléments hors de nuire, sans avoir de nouveau consulté toute cette population qu'on était venu intimider et dissuader de prendre part au vote. Mais, vous le savez aussi bien que moi, ils ont été déboutés de cette demande et démis de leurs fonctions. Quelle était à l'heure de cette récente passation de pouvoir la situation des musées de notre pays? Pouvions en avoir qu'une idée assez vague, puisque l'urgence sociale n'a pas laissé à la dernière administration beaucoup de loisirs pour se préoccuper de transparence gestionnaire. D'où ce rapport que vous m'avez fait l'honneur de commanditer, que d'ici quelques instants vous tiendrez entre vos mains. Vous pourrez constater qu'il n'apporte pas de réponse et ne pose que des questions. Quel musée voulons-nous? Les musées doivent-ils donner un préavis avant d'apparaître et de disparaître? Le sens des œuvres qui y sont exposées doit-il se révéler avec la précision chronométrique d'une bombe à retardement ou rester pour toujours dans l'ombre afin de mieux stimuler la curiosité? À qui allons-nous désormais donner le droit de décréter quand il y a art et quand il n'y a pas art? Nous adressons-nous pour relancer notre politique culturelle à la patience des contribuables ou plutôt à la générosité désintéressée des mécènes? Les primitifs flamands doivent-ils sempiternellement occuper ces espaces qui permettraient pourtant d'agrandir et la boutique et la cafétéria? Les travaux doivent s'ouvrir. Il est temps que le chantier commence. Mais en tout cas, puisque c'est ce que vous vouliez savoir, nous en sommes là. C'est indéniable, c'est à n'en pas douter. Nous en sommes là. Merci. Alors je suis ravi de pouvoir reprendre mon habit de diplomate de mon pays, de chez moi, et de parler, je vous rappelle que je suis employé au ministère des Assemblements dans mon pays, à ne pas confondre avec le ministère des Rassemblements, c'est complètement différent. Il y a un parti du Rassemblement dont je ne fais pas partie dans mon pays, mais là, s'il y avait un parti de l'Assemblement ou des Assemblements, j'en ferais partie. Et là, alors j'étais ravi d'écouter ces performances parce que ça m'a donné à réfléchir sur les propres pratiques qui ont cours dans mon pays. En effet, au ministère des Assemblements, nous réfléchissons au type de communauté que des politiques publiques peuvent instituer dans le domaine des musées, de la littérature, de l'urbanisme, etc. Aussi, le ministère des Assemblements regroupe-t-il ce qu'on appelle chez vous le ministère de la Culture, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de l'Urbanisme, etc. Et donc, on a une politique de subvention, comme chez vous, je viens de le découvrir, et on subventionne selon des catégories. Donc chaque projet est soumis au ministère selon des catégories. Alors les catégories, c'est est-ce que, donc je vous rappelle la question qu'on se pose au ministère des Assemblements, c'est quelle communauté, une œuvre ou une entreprise critique institue-t-elle? Quel type de communauté vise-t-elle à produire, à faire advenir? Alors les catégories qui ont cours actuellement, mais je vais revenir riche de nouvelles catégories, c'est est-ce que la communauté que vous voulez faire advenir est exclusive? Est-ce qu'elle se construit contre? Là, c'est une catégorie de subvention. Est-ce qu'elle est intégratrice? Une autre catégorie de subvention. Est-ce qu'elle est impossible? Troisième catégorie de subvention. Est-ce qu'elle est fugace? C'est encore une autre. Vous voyez que ça se recoupe un peu. Là, c'est un peu la difficulté bureaucratique, mais peu importe. Est-ce qu'elle est consolidée? Est-ce qu'elle est mondiale? Est-ce qu'elle est locale? Est-ce qu'elle est réflexive? Est-ce qu'elle est pratique? Et là, je viens d'apprendre qu'on pourrait rajouter dans cette nomenclature gazeuse. Est-ce que la communauté que vous voulez faire advenir est gazeuse? Et moi, ça m'arrange d'avoir entendu ça parce qu'on va pouvoir simplifier nos catégories puisque gazeux, c'est intégratrice, une communauté intégratrice, fugace, locale et pratique.
Donc je suis ravi. Je vais revenir dans mon pays avec plaisir et on va pouvoir simplifier les demandes de subventions. Alors après, comment ça se passe concrètement? Là, je vois qu'il y a peut-être des différences avec ce qui se passe chez vous. Comment est-ce qu'on donne les subventions dans notre pays pour ces différentes catégories de communautés à instituer? Alors, le risque, évidemment, on l'a vu, c'est le copinage. L'hypocrisie, etc. Alors nous, on a réglé le problème, on assume le népotisme. Ça veut dire que dans chaque séance d'attribution de subventions, ne viennent que les parents des artistes qui ont déposé un projet. Les deux parents. Alors, vous allez dire, évidemment, mais on y a pensé, et les orphelins? Alors, les orphelins, ils peuvent être représentés, évidemment, par leurs voisins. Mais, vous allez dire, les voisins du dessous, c'est un peu salaud, parce qu'ils n'arrêtent pas de marcher, etc. Donc, les voisins du dessus. Ça, c'est très important. Et on constate que, en fait, ces gens-là s'entretuent dans une salle, mais il y a toujours un résultat, et on arrive finalement à distribuer des subventions de façon peut-être pas équitable, mais les gens qui n'ont pas les subventions ne s'en prennent pas au ministère, ils s'en prennent à leurs propres parents, et ça règle les problèmes politiques. Et ce qu'on observe, disons, sur les 15 dernières années, chez moi, c'est qu'on est passé de subventions massivement dédiées à des communautés exclusives, ou impossible. Donc c'est ce qu'on subventionnait il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, la tendance, c'est plutôt les communautés intégratrices. Et donc, dans les musées, l'argent va plutôt à des projets qui intègrent, qui essaient de combiner des formes d'assemblement assez ouverts. Et alors, je pensais, est-ce que je pourrais, disons, suggérer aux performeurs de postuler à des subventions chez nous? C'est possible parce qu'on agit aussi à l'étranger, on a une politique de soft power extrêmement fine, mais qui n'en marche pas moins. Et donc je me disais que l'institution gazeuse aurait de grandes chances d'obtenir des subventions, le gros machin, et il l'aurait sans douter. Et donc je voulais, disons, appeler Olivier Marbeuf à postuler à une subvention, le gros machin, chez moi. Je vous remercie. Pardon. Oui, ça va être difficile, ça va être compliqué, mais parce que les deux dernières, particulièrement les deux dernières interventions, ont renvoyé à quelque chose que j'ai trouvé très belle, hein, les deux. On a ri, mais en même temps c'est très violent. Enfin, je pense notamment à ce qu'a évoqué Olivier Marbeuf. Et ça renvoie à des violences que nous pouvons vivre en tant qu'acteurs de l'art, artistes, critiques, commissaires, enseignants en école d'art, etc., ou comme conservateurs de musée, sur la violence des rapports de force que nous pouvons vivre au quotidien, hebdomadairement, mensuellement, la réalité question de lignes budgétaires, etc., mais aussi, à un moment donné, institution gazeuse, aussi sur la question de nos identités et la reconnaissance de nos identités et de ce que nous faisons. Là j'entends vis-à-vis de nos interlocuteurs qui peuvent être, en effet là c'était très situé en France, mais ça peut être sans doute au-delà par rapport aux institutions européennes aussi, quand nous avons à porter un projet où devons sans cesse faire valoir nos identités. Et voilà, c'était juste ce que je voulais dire, c'est-à-dire que aussi c'est quelque chose qui était là un peu latent en moi, même ce midi pendant la pause, sur la question des invisibles. C'est-à-dire que aussi cette question de l'invisibilité ou de l'oubli, etc., est en train de toucher par certains endroits, et je pense que c'était assez rendu manifeste à la fois dans ce qu'a dit Vincent, enfin ce qu'a exposé Vincent, et de ce qui a été exposé par Olivier précédemment, c'est-à-dire aussi cet invisible, cet oubli. C'est aussi qu'est-ce que c'est que nous, nos situations d'artistes, de critiques, etc., par aussi les représentants dans les institutions, les interlocuteurs, les élus, les conseillers, etc., les aéropages parfois de personnes que nous pouvons rencontrer quand nous portons des projets et qu'il est bien difficile. Bon, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, je vais presque qu'expliciter, mettre à plat ce qui a été dit de façon plus ou moins allégorique, etc., dans les deux, ou de forme dystopique. Dans les deux cas, mais qui renvoie en effet, je pense, à une situation très actuelle de violence que nous pouvons vivre, même si c'est une violence qui s'exprime parfois difficilement, parce que nous ne sommes pas des R, des gueux, etc., mais malgré tout, nous sommes dans des situations dans lesquelles nous avons parfois
nous nous retrouvons même de plus en plus à devoir revendiquer ce que nous sommes. Ouais. Il y a, je sais pas, voilà, moi ça a résonné fort avec une réunion pédagogique que j'ai eue la semaine dernière, non pas au Mans, mais à Tours, qui est dans le même établissement qui a été évoqué là, où la direction nous a dit que nous avions des carrières atypiques et que la direction de l'établissement n'avait pas de raison, n'avait pas vocation, ce vocabulaire est compliqué aussi, et violent, n'avait pas vocation à être impacté par nos carrières atypiques. Or, l'école n'existe que parce que une école d'art n'existe que parce que nous sommes artistes, critiques d'art, etc. Et ces personnes qui s'adressent à nous n'existent que parce que nous existons aussi. Donc ce rapport de force aussi, enfin je sais pas, parfois qui est un peu oublié, ce rapport de force ou de construction en termes de classe dont tu as parlé, à un moment donné aussi, peut-être c'est quelque chose à réfléchir. En tout cas, c'est ce qui m'amène ici, c'est ce qui fait résonance chez moi en ce moment. Dans ce que j'ai pu entendre dans en tout cas les 2 dernières interventions. Voilà. For me, this is just a comment, a quite simple one actually, and that I think everybody felt, but it's important to point out. In the first day of the conference, there were several provocations that I think Le Peuple qui Manque shared with us diplomats, with the presenters, and with the audience. And in the first day, we dealt with the friction diplomatique as a concept, and yesterday it was this idea of the manifeste, to invent manifestos, which is quite anachronistic. There's a friction just in presenting it, because many artists today feel a conflict with the manifeste. It's not a natural format for it's in terms of its relation to modernism and so on. But what I find really interesting of this last group, including Africada, is how this invitation to think the museum brought out a huge emotional range, like an affective discourse that we haven't seen in the previous days. And I would have not expected this from the museum, from this provocation of thinking a museum. So I just wanted to say that, it's from denunciation to humor to meditation to speculation. All of these are different emotional ranges, and so I think it's